Alors dans cette petite formation sur l'alimentation, nous allons voir les bases alimentaires, nous allons revoir ce qu'il faut manger et pourquoi il faut le manger. L'objectif est de comprendre les bases pour pouvoir ensuite faire les bons choix alimentaires. Alors pour comprendre cela, il faut comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Donc c'est ce qu'on va commencer dans cette première partie avec notre histoire. Tout d'abord, il y a ce que nous mangions avant, lorsqu'il n'y avait pas les grandes surfaces, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années et encore plus loin encore. C'était le fait de devoir chercher la nourriture, ça demandait beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui, même si on pense aujourd'hui encore passer trop de temps à à rechercher nos aliments, à faire nos courses, et on est hors de nous lorsque l'on ne trouve pas ce que l'on veut dans le magasin. Avant cela, c'était la nature qui fournissait uniquement ce dont nous avions besoin. Il n'y avait pas forcément des animaux à chaque repas, par contre il y avait beaucoup de végétaux. L'alimentation se traduisait par les légumes, les fruits, les baies. La consommation d'insectes devait aussi être beaucoup plus présente que maintenant. Et bien sûr, de temps en temps, il y avait la consommation d'animaux, de poissons. Les aliments étaient beaucoup plus limités, forcément, par rapport à la région où les personnes devaient habiter. Par rapport au lieu d'habitation, le choix était restreint par rapport à la variété des aliments que l'on pouvait trouver. Aujourd'hui, notre nature ressemble à ça. C'est là où nous allons chercher notre alimentation. C'est là maintenant où l'on n'est pas content de perdre notre temps parce que l'on ne trouve pas nos aliments, parce qu'il n'y en a plus. Pourtant, il y a plusieurs dizaines de milliers de produits à disposition et le développement des produits, des aliments s'est développé avec nos besoins actuels. Auparavant, les baies, les fruits, légumes, animaux, etc. étaient limités aujourd'hui. Ces aliments sont toujours présents, mais on retrouve aussi également toute une sorte de produits qui ont été créés pour répondre à nos besoins, à nos attentes en tant que consommateurs du 21e siècle. Voilà la petite liste en noir avec les aliments préparés, transformés, les biscuits, etc. Donc il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, avant tout ça, avant notre ère maintenant, nous retrouvons bien sûr notre liste très succincte d'aliments et de variétés alimentaires, et nous avions une alimentation qui était 100% nature et naturelle. Et ces aliments correspondaient, répondaient à nos besoins corporels. L'évolution de l'homme s'est faite aussi en partie grâce à ces aliments. Le choix alimentaire n'était pas du tout dans le disque dur à l'époque. En quelques milliers d'années, nous sommes arrivés entre 0 et 10 000 ans avant notre ère. Il y a eu cette phase de transition où nous avions toujours ces légumes de base, les baies, les légumes, les fruits, etc. Mais sont venus s'ajouter les céréales et les produits laitiers. C'est la phase où l'agriculture et l'élevage est arrivé. Cela a simplifié la manière de s'alimenter et c'est là également où la consommation de céréales est venue augmenter petit à petit. Et notre dernier saut dans le temps, c'est aujourd'hui, il y a à peine quelques dizaines d'années maximum et encore, nous avons bien sûr toujours ce choix de consommer les aliments de base. Alors les insectes, nous, on les a un petit peu laissés de côté, mais aujourd'hui, cette part d'aliments de base qui convenait auparavant à notre santé, on ne sait plus la part qu'elle représente. Et elle est différente selon les personnes. Et le côté naturel, c'est une sacrée question également, par rapport aux méthodes de culture qui sont employées, aux différents produits qui peuvent être pulvérisés sur les produits, etc. Et nous sommes arrivés dans notre ère où nous avons un choix énorme de ce que nous pouvons manger, des aliments transformés, plats préparés, voilà, je ne vais pas vous refaire toute la liste. Cette part de l'alimentation va également varier selon les personnes. Mais cette alimentation est beaucoup plus chimique, transformée, de synthèse, car il y a des substances ajoutées pour la conservation, car aujourd'hui ce sont les additifs alimentaires, ou encore l'utilisation, comme je l'ai déjà dit, de pesticides, entre autres, et les traitements chimiques qui sont appliqués sur les produits, et les animaux qui consomment également ces aliments. Aujourd'hui, nous ne réfléchissons plus en premier lieu à la qualité, mais principalement à une quantité et surtout à un coût. C'est-à-dire que nous sommes dans une ère où nous sommes plus tentés d'acheter quelque chose de moins cher que quelque chose de bon. Même si la mentalité change aujourd'hui, c'est encore ce qui se passe principalement. Alors vous voyez, ce que je voulais vous montrer aussi dans cette diapo, forcément, c'est l'évolution de la qualité des aliments, déjà dans un premier temps, mais c'est aussi voir le temps entre les transitions qui sont de plus en plus courtes. Nous sommes passés pendant des millions d'années une alimentation qui était 100% naturelle. Il y a environ 10 000 ans, nous sommes passés dans cette phase de transition où l'organisme a dû commencer à s'adapter à ces produits céréaliers, produits laitiers qui étaient consommés en plus grande quantité. En quelques dizaines d'années, nous sommes passés à beaucoup d'aliments transformés. Et l'organisme, lui, n'a pas eu le temps de pouvoir s'adapter à tout ça. Et voilà le changement de notre apparence aujourd'hui entre ces deux modes de vie, où il y avait le néandertalien qui ressemblait à peu près à ça,
et aujourd'hui l'homme moderne qui ressemble plutôt à ça. Alors, qui est le plus beau dans l'histoire? C'est une affaire de goût, je vous laisse décider par vous-même. Ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est que le changement d'alimentation a bien répondu à une demande des sociétés. Forcément, nous recherchons tous à gagner du temps, à payer moins cher, et en plus tout devrait être de qualité. Cette évolution rapide est tout à fait inadaptée par rapport à notre corps, par rapport à ces aliments qui ont été transformés, ce qui n'est plus naturel. Tous ces nouveaux ingrédients, nouveaux aliments, nouveaux produits, peu importe comment on les appelle, l'organisme ne les connaît pas, le traitement est difficile, voire problématique. Nos besoins nutritionnels qui étaient auparavant basés sur une grande partie de végétaux va aujourd'hui vers des produits modifiés industriellement. Passons maintenant aux bases alimentaires. Les aliments sont constitués de 3 piliers, les protéines, les glucides et les lipides. Alors ces trois-là, nous allons les détailler dans cette formation. Si nous prenons par exemple les huiles vont apporter des lipides, les viandes vont apporter des protéines et les céréales vont apporter des glucides. Chaque aliment contient plus ou moins d'un de ces 3 piliers. Tout va dépendre de sa composition nutritionnelle. Chaque aliment va avoir également, pareil en quantité variable selon l'aliment, des vitamines, des minéraux. Ces 3 piliers vont nous donner la quantité d'énergie, les calories que vont nous apporter l'aliment. C'est-à-dire qu'en additionnant les protéines, les glucides et les lipides, nous allons obtenir la quantité d'énergie. Alors j'emploie ces termes un petit peu barbares, entre guillemets, glucides, lipides, protéines, c'est pas des mots que l'on retient forcément facilement, et pourtant c'est ce qui est utilisé aujourd'hui sur les étiquettes alimentaires. C'est pour ça que je vais beaucoup insister sur ces mots, parce qu'ils doivent être connus, tout simplement pour pouvoir se repérer lorsque nous faisons nos achats. Pour simplifier et vous donner une équivalence, les lipides correspondent aux matières grasses, les glucides vont correspondre à toutes les formes de sucre que les aliments peuvent contenir, et les protéines, ils n'ont que ce nom-là, donc là, il faut le retenir. Les vitamines et les minéraux, nous pouvons également les appeler les micronutriments. En vitamines, nous retrouvons par exemple les vitamines A, les vitamines du groupe B, vitamine C, vitamine D, etc. Des minéraux, ce sera le fer, le cuivre, le zinc, le potassium, le calcium, le phosphore, etc. Nous avons tous besoin des mêmes constituants essentiels pour assurer notre santé. Comme nous en avons déjà un petit peu parlé, la grosse différence entre avant et aujourd'hui, c'est le côté naturel des aliments, où avant il n'y avait pas le choix, il n'y avait que ça. Aujourd'hui, il y a toujours des produits naturels, mais qui laissent pas mal de place à un environnement pollué, des produits chimiques, donc des pesticides par exemple, des antibiotiques qui seront donnés aux animaux, l'utilisation de substances chimiques diverses, etc. Comme nous l'avions vu, tout cela vient perturber notre organisme, dégrader notre santé, augmenter les facteurs de risque de maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc. L'alimentation devient maintenant, si elle est mal choisie, un facteur de risque supplémentaire sur la santé. C'est pour cela que les choix alimentaires que nous faisons aujourd'hui, donc vers une alimentation qui va nous éviter toutes ces modifications également de l'environnement, une alimentation qui est naturelle, sera ce qu'il y a de plus nécessaire aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir par rapport à cette partie, c'est ce choix de se diriger vers des aliments qui sont simples, naturels, qui vont répondre à notre organisme, à notre santé, et aussi éloigner beaucoup plus naturellement tous les problèmes de santé que nous rencontrons aujourd'hui. Pourquoi il y a tant de maladies qui se développent? Pourquoi il y a tant de cancers qui sont tant reconnus? Alors oui, certains vont me dire, oui, on dépiste mieux. Alors c'est sûr, mais est-ce que pour autant, il y avait autant de personnes qui souffraient de ces maladies auparavant? Certains vont également me dire que oui, on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Alors c'est sûr que dans les premières dizaines d'années de la vie, avec un peu de chance, il n'y a pas spécialement de problème. Et à un moment donné, malheureusement, la décision va tomber. Les dommages sont causés, ils sont là. Et là, c'est le début des traitements, des examens, des complications de santé. Et c'est là où l'on se rend compte que l'on n'avait pas conscience de tout ça. Mon objectif, et celle aussi de cette chaîne YouTube, c'est d'apporter tous les facteurs qui vous permettront de vivre en bonne santé, en évitant de devenir des robots, c'est-à-dire en suivant le mouvement, en consommant comme tout le monde, à devoir nous rendre naturellement au magasin parce que nos parents avaient fait pareil, donc nous naturellement nous faisons exactement pareil, alors que ce n'est pas forcément la meilleure solution qui s'offre à nous. Alors nous ne sommes pas tous pareils, nous avons nos goûts alimentaires qui sont propres, nos personnalités. Il faut aujourd'hui prendre cette décision qui est personnelle, ou la décision au sein de notre famille, d'aller vers une éducation nutritionnelle, de l'alimentation, pour s'assurer une bonne hygiène de vie, une bonne qualité de vie. Et ça jusque le temps que nous sommes ici.
Passons maintenant à la troisième partie, les glucides. Alors ça, c'est le terme plus scientifique. Pour mieux le comprendre, je vais aussi employer le mot sucre. Nous verrons tout de suite après les différentes formes, car c'est un nom qui prête à confusion. Alors forcément, en tête, nous avons notre idée préconçue du sucre. Donc ce qu'il faut retenir dans un premier temps, c'est que ce groupe alimentaire sera principalement là pour servir de carburant pour le corps, un carburant pour nos cellules. Et les cellules constituent tout notre organisme, donc forcément, les glucides, les sucres vont servir au fonctionnement des organes, des muscles, etc. Selon l'aliment, ils vont contenir plus ou moins, et pour rappel, 1 gramme de glucides va apporter 4 calories. C'est une donnée qui va nous servir un peu plus tard dans la suite. Nous allons passer sur quelques exemples pour bien expliquer cette notion de sucre lent, sucre rapide. Je ne vais pas employer ça, je vais employer le terme indice glycémique. Par exemple, lorsque nous prenons une orange ou des pommes de terre, si nous venons à les manger comme ça cru, alors pour l'orange ça passe, pour la pomme de terre je ne l'encourage pas, on emploie ce terme sucre lent pour expliquer que le taux de sucre dans le sang ne va pas augmenter beaucoup lorsque nous allons les consommer. C'est-à-dire qu'en consommant ces aliments sous cette forme-là, vous n'allez pas avoir une élévation du taux de sucre dans le sang. Alors je vous parle de cet indice glycémique tout simplement parce que certaines maladies sont de plus en plus présentes aujourd'hui à cause de cette élévation trop régulière du taux de sucre dans le sang, par la consommation régulière de sucre rapide ou d'aliments avec un indice glycémique qui va être haut. Alors pour autant, ces aliments que je vous montre ne sont pas forcément mauvais pour la santé. Par contre, il faut sérieusement revoir la quantité de ces aliments que nous allons consommer. C'est pour ça que cette notion sucre lent, sucre rapide, il faut l'oublier parce qu'elle prête à confusion. J'ai pris par exemple l'exemple de la pomme de terre qui est à la base un sucre lent. Par contre, vous en faites une purée, cela devient un aliment qui devient sucre rapide dans l'organisme. En tout cas, un aliment qui va faire augmenter la glycémie beaucoup plus fortement que la pomme de terre de base. C'est pour ça qu'il est plus intéressant de regarder l'indice glycémique d'un aliment plutôt que de retenir sa forme sucre lent, sucre rapide. Parce que si nous venons à le transformer, la composition des sucres va changer et l'aliment peut basculer du tout au tout. Ce terme indice glycémique, il est plus parlant et surtout il est plus vrai par rapport à la réalité. Et ce terme est très intéressant car si vous tapez indice glycémique purée et indice glycémique pomme de terre sur Google, vous verrez tout de suite la différence. Ce chiffre, l'IG, l'indice glycémique, est déterminé par rapport à une base. Généralement, c'est le sucre qui sert de base pour comprendre et pour comparer cette base de glucose, cette base d'indice glycémique. Par exemple, le sucre blanc sert de base, donc il va avoir une valeur de 100 par rapport à l'indice glycémique. Alors 100, c'est une valeur qui est très très haute. Si vous prenez par exemple des légumes, vous allez être sur un indice glycémique qui va se situer entre 10 et 20. Donc voilà quelques exemples où l'on peut classer les différentes formes d'aliments et les différentes formes de sucre qui peuvent exister. Donc les légumes, les fruits, les baies, même la pomme de terre de base sont des aliments qui ont un indice glycémique qui est peu élevé. Si nous prenons par exemple l'exemple du riz qui apporte beaucoup de sucre, oui, mais ce sont des sucres qui vont être absorbés plus lentement par l'organisme. Par contre, au plus vous allez cuire votre riz, et au plus il se transformera en purée, si je peux dire ça comme ça, au plus on va le cuire, au plus son indice glycémique va augmenter. Donc la cuisson des aliments, il faut y faire très attention, c'est le point très important à retenir. Comme je vous l'ai dit, le fait de transformer une pomme de terre en purée, vous allez faire augmenter énormément votre indice glycémique. Lorsque vous faites cuire vos féculents, par exemple le riz, privilégiez toujours une cuisson qui est al dente, si on peut dire ça comme ça. C'est la cuisson qui va être entre le cru et le trop cuit. En évitant de consommer des aliments avec un indice glycémique qui est trop élevé, vous allez donner moins de travail à votre système digestif pour gérer tous ces pics de taux de sucre dans le sang. Et de ce fait, vous allez également diminuer, vous allez avoir moins de risques en tout cas, d'avoir des problèmes de poids, de diabète et d'autres maladies et conséquences qui pourraient ensuite se développer. Les aliments avec un indice glycémique élevé consommés en trop grande quantité et trop fréquemment deviennent un facteur de risque pour la santé. Essayez d'oublier ce principe de sucre lent, sucre rapide. Pensez plutôt à ce principe d'indice glycémique des aliments. Ici, vous avez vraiment une bonne représentation de ce que va vous apporter les différentes catégories d'aliments. Vous remarquez, je ne mets absolument pas les aliments transformés, parce que déjà, il y en a beaucoup trop, et deuxièmement, ils ne conviennent pas à une bonne santé, à notre santé. Donc c'est pour ça que je n'en parle pas et que je n'en parlerai pas dans cette formation. Alors pour terminer sur ces glucides sucres,
Il ne faut pas les supprimer, ils sont nécessaires, car c'est la source de carburant de notre corps. Par contre, l'objectif, c'est de bien les répartir. Beaucoup aujourd'hui, c'est le fait que notre alimentation soit mal équilibrée et que nous consommions trop d'aliments avec un indice glycémique qui est trop élevé. Cette catégorie d'aliments va être vraiment la source variable de notre alimentation. Je prends toujours cet exemple. Vous travaillez derrière un bureau, vous ne faites pas spécialement du sport en rentrant chez vous le soir, et à côté de ça, vous avez un bûcheron qui fait en plus de l'activité physique pendant ses heures personnelles. Et là, vous comprenez bien que la quantité d'énergie qui va être utilisée durant la journée ne va être absolument pas la même. Ce que je veux dire par là, c'est que les glucides doivent être consommés en fonction de ce que vous faites sur la journée. Ce sont des aliments qui peuvent vite nous faire basculer vers une consommation trop importante de nourriture et donc nous faire consommer trop d'énergie. Et ce qui s'ensuit, ça vous le comprenez déjà très bien, c'est la prise de poids. Si vous prenez 100 g de légumes, ils vont vous apporter 3 g de glucides, c'est-à-dire entre 12 et 20 calories pour 100 g de légumes. Mais pour 100 g de pâtes crues, vous allez absorber 300 calories. Vous remarquez déjà l'énorme différence qu'il y a entre deux aliments qui sont consommés couramment. En tout cas, cette consommation doit être adaptée à votre situation. Passons maintenant, donc le terme que nous retrouvons dans les magasins, c'est le mot lipide, mais nous pouvons également employer les termes matière grasse, graisse ou encore acide gras. Donc nous le verrons un peu plus tard, mais sur les étiquettes, il est noté la mention lipide et un détail sur les acides gras saturés. Les acides gras, c'est bien un élément des lipides. Alors à quoi vont servir ces matières grasses? Premièrement, c'est une réserve d'énergie et c'est principalement le foie qui va servir de zone de stockage. C'est-à-dire qu'à jeun, c'est le foie qui apporte la quantité d'énergie, de sucre nécessaire pour ne pas avoir un taux de sucre qui va être trop bas. Lorsque l'on vient manger nos repas au quotidien, le surplus d'énergie va tout d'abord aller dans les muscles, parce que c'est là principalement où nous en aurons besoin si jamais nous fournissons un effort. Le deuxième point de stockage, c'est le foie, qui va servir donc de réserve. Et troisième zone, ce sont les graisses corporelles, lorsque les muscles et le foie ne peuvent plus capter d'énergie. Et le deuxième rôle des matières grasses, elles participent au bon fonctionnement des cellules et donc de notre organisme de manière générale. Je redonne cette information car j'en avais parlé pour les protéines. 1 g de lipides va apporter 9 calories. Ce sont des nutriments qui sont complexes et qui vont demander beaucoup d'énergie à notre corps pour les transformer. Donc ici, je vous ai remis la mention matière grasse pour que ce soit plus parlant, mais pensez toujours bien que ce sont les lipides, c'est ce mot lipide qu'il faut retenir. Ces matières grasses sont composées de 4 grandes familles. Tout d'abord, on retrouve les oméga 9, ce sont les acides gras monoinsaturés, les oméga 3, acides gras polyinsaturés, son homologue, ce sont les oméga 6, les acides gras polyinsaturés également, et pour terminer, les acides gras saturés. Chacune de ces matières grasses ont un rôle différent et donc une fonction vraiment bien spécifique dans l'organisme. Il n'y en a pas forcément une meilleure par rapport à une autre. Par contre, il y a un équilibre à trouver entre toutes ces familles. Aujourd'hui, avec le développement de notre société, les aliments que nous consommons sont déséquilibrés par rapport à leur teneur en matières grasses. C'est-à-dire que nous consommons trop de graisses saturées et d'oméga 6. Par contre, ce sont les oméga 3 et les oméga 9 qui sont manquants, ou en tout cas consommés en trop faible quantité. Ce déséquilibre entre les différentes familles va venir perturber l'organisme, créer des inflammations. C'est également une source de développement du surpoids ou de l'obésité. Cela participe également à développer les maladies cardiovasculaires, etc. Il ne faut pas forcément diminuer les matières grasses par rapport à ce qui est fait actuellement. Par contre, il est certainement nécessaire de revoir l'équilibre. Je vais vous prendre quelques exemples. L'alimentation transformée industrielle est souvent riche en huile de tournesol qui rentre dans la famille des oméga 6, le soja qui rentre dans les oméga 6, l'huile de palme qui rentre dans les graisses saturées, etc. Là, ce sont les 3 grands qui sont utilisés, les 3 grandes matières grasses, et elles sont utilisées tout simplement parce qu'elles sont moins chères. Comment bien répartir ces 4 grandes familles? Il faudrait que la moitié de notre apport en matière grasse se fasse en oméga 9. Il faudrait qu'un quart soit des graisses saturées. Et pour le quart restant, ce sont les oméga 3 et les oméga 6. Ça, c'est l'idéal. Ce n'est pas du tout évident de le faire, mais c'est en tout cas le but à atteindre. Pour cela, bien sûr, il faut rechercher des aliments qui soient plus riches en oméga 3 et en oméga 9 pour rééquilibrer au profit des oméga 6 et des graisses saturées. Pour cela, on peut se diriger vers des huiles végétales,
comme l'huile d'olive, l'huile de noix. La consommation de poissons gras va également être une source très intéressante d'oméga 9 et d'oméga 3. Et après, l'objectif, bien sûr, c'est de diminuer les apports en huile de tournesol, en huile de palme, et le beurre à consommer aussi avec attention. Mais le problème sera toujours là si la consommation de produits industriels est toujours présente, car ces plats sont souvent déséquilibrés nutritionnellement et il sera difficile de garder cet équilibre entre les matières grasses. Et là, j'enchaîne sur les dérivés, ce qui est fait encore malheureusement aujourd'hui, ce sont un petit peu les pièges, les matières grasses qui sont transformées, qui ont été créées par l'industrie dans l'objectif d'améliorer les préparations qui sont développées. Donc concrètement, c'est pour améliorer la cuisson, le goût ou encore apporter une texture spécifique. Pas grand chose de naturel, malheureusement. La nature, là, on ne connaît plus. Notre corps, encore moins. Notre corps ne sait pas trop ce que c'est, donc il le digère comme il le peut. Et le problème, ce sont les conséquences que cela peut créer à long terme, surtout s'il y a une consommation régulière. En tout cas, si vous voyez sur la liste des ingrédients ces deux appellations, donc graisse hydrogénée ou matière grasse hydrogénée, ou graisse trans, fuyez-les au maximum. Ces graisses vont participer vraiment à la dégradation de la santé. Tout ce que l'on a cité dans la diapo précédente par rapport au déséquilibre que peuvent apporter les matières grasses, là on y est très clairement. Ces matières grasses vont vraiment pousser dans ce sens-là, à créer tous ces problèmes de santé. L'objectif que nous devrions tous avoir, c'est la recherche de cet équilibre entre les matières grasses, les lipides. Je vais me rappeler encore une fois, mais rechercher un maximum à consommer des huiles végétales riches en oméga 3, donc huile d'olive, de noix de colza. En oméga 3, principalement les poissons gras, on retrouve aussi le lin, les graines de lin ou sous forme d'huile. En remettant au goût de jour ces aliments-là, vous remettrez de bonnes pierres à l'édifice pour en tout cas diminuer les troubles de la santé et éventuellement à long terme les problèmes. Et concrètement, il faut rechercher l'ennemi à ce moment-là, et il y en a un, hein, vraiment, c'est ce qui est modifié, ce qui est artificiel dans ce que vous allez manger. Au plus votre consommation d'aliments sera industrielle, au plus vous vous dirigerez vers des matières grasses qui vont déséquilibrer votre organisme. Et en plus, ces matières grasses seront carrément dégueulasses, hein, excusez-moi du mot, pour certains d'entre eux en tout cas. Surtout, il ne faut pas les diminuer spécialement, en tout cas dans un premier temps. Il vaut mieux rééquilibrer les matières grasses. C'est une source alimentaire qui est nécessaire à la santé. Par contre, il ne faut pas en abuser. Si vous souhaitez rééquilibrer vos matières grasses, que vous consommez régulièrement aujourd'hui des aliments qui sont transformés par l'industrie, ne rajoutez pas en plus des oméga 3 et des oméga 9. Et le troisième pilier qui nous reste à voir, ce sont les protéines. Et leur principale utilité, c'est leur rôle bâtisseur pour toutes les fonctions de l'organisme. Nos cellules fonctionnent grâce aux protéines. Forcément, on y met dans la même catégorie les tissus, les os, les ongles, les poils, la peau, la contraction musculaire lorsque l'on fait une activité physique, le système immunitaire, voilà, vous y mettez tout ce que vous voulez. Généralement, dès qu'il y a une carence en protéines, la situation va vite se compliquer. Alors c'est rare, pareil dans les pays développés, nous mangeons généralement à notre faim, donc nous ne sommes pas concernés par des problèmes de protéines. Ces problèmes concernent plus les personnes âgées, en tout cas une partie, ou les personnes qui suivent un régime alimentaire particulier qui serait mal équilibré par exemple. Là je pense principalement aux personnes qui suivent une alimentation végétale, végétarienne, végane, etc. À nouveau, ce rappel que j'avais donné précédemment, 1 g de protéines est égal à 4 calories, identiques aux glucides et au sucre que nous avions vu précédemment. Je vous donne également cette information-là qui ne vous est pas spécialement utile, en tout cas il ne faut pas commencer à compter vos protéines, c'est le fait qu'il faut environ 1 g de protéines par kilo de poids de corps. C'est-à-dire que si vous pesez 60 kg, il vous faut 60 g de protéines. Alors, lorsque l'on parle de protéines, on parle d'acides aminés. C'est-à-dire que pour avoir une protéine complète, il nous faut une chaîne de 22 acides aminés qui vont composer des protéines complètes. C'est-à-dire que lorsque nous avons la totalité de notre chaîne, nos 22 maillons, la protéine sera complète, notre organisme aura toutes les clés pour en faire, pour bien les utiliser, donc avoir une bonne assimilation au sein de l'organisme. Ces protéines complètes, on les retrouve principalement dans les produits issus d'animaux, les viandes, poissons, œufs, produits laitiers, voilà. Et le deuxième point, c'est là où je veux attirer un petit peu votre attention, surtout pour les personnes qui suivent un régime en particulier.
végétarien par exemple, c'est le fait de consommer des protéines qui sont issues de végétaux, car il y a de grandes chances, si l'association des aliments n'est pas faite correctement, de ne pas avoir des protéines complètes. C'est-à-dire qu'il va manquer quelques maillons de la chaîne, ou en tout cas ils seront présents en trop faible quantité pour pouvoir composer une protéine complète. L'assimilation se fait moins bien, et c'est comme ça que notre organisme peut commencer à manquer de protéines au bout de quelques temps, s'il vient manquer certains acides aminés. Donc les végétaux, ce seront principalement les céréales, les légumes secs, les fruits oléagineux. Bon, je ne vais pas vous faire toute la liste non plus, vous comprenez bien les aliments qui sont issus des végétaux. Et donc tout l'objectif, si vous ne souhaitez pas manger de produits issus d'animaux, c'est le fait de devoir équilibrer et d'associer les aliments ensemble pour avoir la totalité des acides aminés, donc de nos maillons de la chaîne, qui vont pouvoir fournir des protéines complètes. Alors je n'insiste pas spécialement sur le sujet, car il n'y aura pas de problème pour les personnes qui mangent de tout, les omnivores. Alors les protéines, les carences sont rares, à part les personnes âgées, les végétariens, les véganes. Si vous êtes concerné par une de ces situations, voilà, faites attention. Vous pourriez peut-être manquer de protéines à un moment donné si l'alimentation n'est pas adaptée à votre situation. Cela n'empêche que les protéines végétales ne sont pas mauvaises pour la santé, loin de là, elles apportent aussi un bon nombre de bénéfices. Et aujourd'hui, ces sources alimentaires de protéines, par exemple les légumes secs, sont encore trop peu consommés. Donc n'hésitez pas, une consommation plus régulière ne vous fera absolument pas de mal. Ne vous inquiétez pas par rapport aux carences, ce n'est pas du jour au lendemain où on tombe en carence de protéines. Passons maintenant en revue sur le chapitre sur l'étiquetage alimentaire. Alors, l'étiquetage ne concerne que les aliments transformés. C'est bien quelque chose sur lequel il faut être conscient, c'est qu'on ne va pas donner une liste d'ingrédients pour une carotte. Par contre, si nous prenons l'exemple des olives, nous venons les transformer en huile, nous venons les presser, là il y a une transformation, donc même s'il n'y a que de l'olive dans votre huile d'olive, il y a quand même une étiquette alimentaire pour signaler qu'il n'y a que cet ingrédient-là. Alors tout d'abord, la première information vraiment intéressante qui va nous intéresser, c'est la liste des ingrédients. On va toujours retrouver les aliments classés du plus au moins présents dans le produit. Parfois, il y a un pourcentage qui va être indiqué, parfois non, comme dans notre exemple. Et généralement, en fin de liste, quand il y en a, nous retrouvons les additifs alimentaires qui sont utilisés en très faible quantité. C'est vraiment l'information la plus précise que l'on peut avoir sur ce que l'on va acheter et sur les ingrédients que nous allons consommer. Le gros avantage de cette liste, c'est que nous pouvons également comparer une même catégorie de produits entre eux. Le deuxième tableau qui est très intéressant à regarder, ce sont les valeurs nutritionnelles. C'est le deuxième point de comparaison entre les produits. Toutes les valeurs sont indiquées pour 100 grammes ou 100 millilitres. Tout va dépendre si c'est un aliment ou une boisson. C'est pareil dans la colonne, donc nous avons cette valeur pour 100 grammes. Nous avons parfois une équivalence. Cela permet de donner une proportion par rapport à ce que l'on peut ou ce que l'on doit manger peut-être. Généralement, on retrouve cette proportion quand les aliments sont très riches en calories. C'est pour essayer un petit peu de minimiser ce qu'ils vont vraiment nous apporter. Comme là, par exemple, j'ai pris du chocolat. Forcément, on essaye toujours de diminuer un petit peu les valeurs. Donc, forcément, on ne va pas manger 100 grammes de chocolat normalement. Donc, 5 carrés, c'est beaucoup plus logique déjà. Donc, par cette information, on nous dit, voilà, vous allez consommer quand même moins d'énergie que pour une plaquette complète. Et la dernière colonne sont les AJR, les apports journaliers recommandés. Et dans cet exemple-là, il nous les indique pour les 5 carrés et non pas pour les 100 grammes de produits. Donc là, c'est pareil, il faut faire attention à l'information qui nous est donnée. C'est pareil, si vous mesurez 1m60 ou 1m90, vos besoins en énergie ne seront pas du tout pareils. Les AJR, en général, quand ils sont pris, on voit la petite information juste en bas, ils sont pris pour 2000 calories. Mais une femme qui mesure moins d'1m60 ne devra normalement pas consommer 2000 calories non plus. Donc il faut faire attention aussi à ces valeurs standards qui peuvent mener à la confusion. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe dans les lignes. La première ligne, généralement, c'est toujours l'énergie qui est indiquée. On peut aussi appeler ça les calories. De temps en temps, nous retrouvons les informations en kg, les kilojoules. Alors, en France, nous avons beaucoup moins l'habitude de les utiliser, en tout cas pour les consommateurs courants. Nous aimons plus généralement parler en kcal, donc les kilocalories, et nous simplifions généralement en parlant de calories. Deuxième ligne, ce sont les matières grasses. Alors,
cette appellation matière grasse, on peut retrouver également le mot lipide. Matière grasse ou lipide représente la quantité totale des matières grasses présentes dans le produit, donc pour 100 grammes, pour 5 carrés, etc. Ensuite, on cible une certaine catégorie de matières grasses, comme nous l'avions vu, les acides gras saturés. Mais voilà, nous ciblons cette partie-là, tout simplement parce que, comme nous en avions déjà parlé, les saturés, nous en consommons de trop. Nous avions dit qu'il nous fallait à peu près 25% des apports quotidiens en graisses saturées. Là, on voit que par rapport au nombre de matières grasses totales, nous sommes bien au-dessus de ces 25%. Donc, concrètement, ça veut dire que le chocolat, il ne faut pas non plus en abuser par rapport à ce déséquilibre en matière grasse que cela peut nous créer. L'autre information que moi personnellement je trouve dommage, c'est le fait de ne pas avoir plus d'indications sur les autres matières grasses qui restent, les 15 grammes restants. Est-ce que ce sont des oméga 9, des oméga 3, des oméga 6? On n'en sait absolument rien. Et c'est un peu dommage, je trouve. La ligne suivante, ce sont les glucides. On pourrait également dire tous les sucres qui sont présents, c'est-à-dire ceux qui vont faire augmenter beaucoup l'indice glycémique et ceux qui vont le faire augmenter beaucoup moins. En dessous, on détaille une catégorie de ces glucides, on détaille les sucres. Alors quand vous voyez cette appellation, on parle des sucres simples, donc des sucres qui vont avoir un indice glycémique qui va faire augmenter rapidement le taux de sucre dans le sang. Ligne suivante, ce sont les fibres. Encore aujourd'hui, une majorité de Français n'en consomment pas assez. 30 grammes minimum par jour, c'est en tout cas ce que nous recommande de commander aujourd'hui. Et j'insiste bien sur le mot minimum. Alors on pourrait se dire, tiens, le chocolat en apporte 7,4 grammes, c'est très intéressant. Alors effectivement, c'est assez intéressant. Le problème, c'est qu'on ne mange pas 100 grammes de chocolat. Même déjà 5 carrés par jour, ça commence à faire pas mal. Et vous n'avez que 2 grammes de fibres. Par contre, en énergie, vous avez quasiment 10% de votre apport quotidien. C'est-à-dire que si vous consommez 2000 calories de chocolat sur votre journée, vous n'obtiendrez pas ou à peine vos 30 grammes de fibres par jour. Donc ce n'est pas un produit si intéressant que ça en fin de compte en fibres. Ligne suivante, ce sont les fibres. Pareil, information qui est assez intéressante. Là, pas grand-chose à dire par rapport à ça. Et la dernière ligne, c'est la teneur en sel. La recommandation parle d'une consommation entre 5 et 6 grammes par jour maximum. Aujourd'hui, la moyenne tourne plus entre 9 et 10 grammes. Alors c'est une moyenne, c'est-à-dire que des gens consomment bien ces 5 à 6 grammes, et c'est-à-dire que d'autres en consomment également bien plus. Là, tout dépend bien sûr de la situation de chacun. Cette information du sel est donnée, car consommer en trop forte quantité va augmenter les risques de la tension artérielle, et donc à long terme, qui devient un risque supplémentaire pour le développement des maladies cardiovasculaires. Donc c'est-à-dire que si vous êtes déjà sujet au stress, une consommation trop importante de sel ne va pas vous aider du tout. Donc voilà, c'est vraiment les deux principales choses et peut-être même seule chose que vous devez regarder lorsque vous devez acheter un produit parce que c'est vraiment les informations les plus transparentes que l'on peut avoir avec le produit. Le reste, je dirais, n'est presque que marketing, j'exagère peut-être un peu, mais pour moi c'est vraiment là le plus intéressant de l'information. Je voulais faire aussi un focus dans cette formation sur les allégations alimentaires. Alors là, c'est pareil, ça ne concerne que les aliments transformés. Ce sont toutes ces appellations qui vont parfois prêter à confusion ou qui vont parfois être mal interprétées. C'est pour ça que je voulais également en parler. Par exemple, où il y a une information notée sans sucre, cela veut dire que votre produit ne contient pas plus de 0,5 g de sucre pour 100 g ou 100 ml d'aliments de boisson. En gros, cela veut dire qu'il y a une absence quasi totale de sucre. C'est exactement le même principe pour le sans sel et sans matière grasse. Normalement, on doit se retrouver dans ces mêmes valeurs très très faibles. La notion allégé en, alors là c'est pareil, c'est réglementaire. Les industriels ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il faut au moins que le produit avec une mention allégé en soit 30% moins riche par rapport à l'aliment de base traditionnel. C'est-à-dire que si vous voyez la mention allégé en sucre ou en matière grasse, vous devez avoir 30% de sucre ou de matière grasse en moins par rapport au produit de base qui n'est pas allégé. L'appellation inverse, un produit qui est riche en signifie qu'il sera 2 fois plus riche. Ces 3 appellations sont vraiment réglementaires. Alors il y en a bien d'autres, je ne vous ai pas tout mis, mais je voulais vraiment vous cibler celles que l'on retrouve le plus souvent. Il y a aussi cette appellation light. Le mot light en lui-même, lui par contre c'est un mot qui est tout à fait marketing. Si vous voyez ça, ça n'a aucun sens. Les industriels peuvent jouer avec la quantité de light qu'il y a dedans. Light, ça veut dire généralement moins de calories. Donc
On met ça sur le dos de la perte de poids généralement. Mais attention, toutes ces appellations, même si elles sont réglementées, elles sont cadrées, elles ont toutes un objectif en fin de compte qui est marketing. C'est pour ça que je vous ai mis une mention attention à côté. Ça a vraiment un intérêt de communication pour donner envie au consommateur de faire attention un petit peu à lui. Alors effectivement, un produit qui est sans sucre, on peut se dire il ne peut être que bon pour la santé, eh bien pas forcément. On retire généralement effectivement tout le sucre blanc, hein, si on peut dire ça comme ça, de la préparation. Mais comment on lui donne du goût? Et généralement, ce sont des additifs alimentaires qui sont ajoutés, des produits de synthèse, du sel, des matières grasses. En général, on compense ailleurs. Donc, il faut faire attention quand on voit un produit comme ça allégé en quelque chose. C'est clairement pour nous mettre sur une fausse route. Et il y a forcément quelque chose à côté qui ne va pas être bon pour nous. L'objectif réel de toutes ces allégations, c'est vraiment de capter certaines catégories de consommateurs, généralement la perte de poids, parce qu'on parle de sans sucre, de sans matière grasse, d'alléger en quelque chose, de light. Alors que normalement, pour se remettre en santé, retrouver même un poids idéal, il faudrait justement avoir des aliments qui soient riches en vitamines, riches en minéraux. C'est plutôt ça qui est assez curieux, c'est que par ces appellations, allégations, light, etc., on se dirige de plus en plus vers des produits industriels transformés, alors que nous recherchons tout le contraire, pour être en bonne santé, des produits naturels qui vont être riches. Dans les faits, dans la réalité, c'est clairement contradictoire par rapport à l'objectif de la perte de poids. N'oubliez pas, le seul point de comparaison qui vous sera réellement utile, ingrédients, valeur nutritionnelle. C'est le seul point de comparaison qui doit compter pour vous. Et aujourd'hui, il y a également les applications mobiles qui nous aident parfois, normalement, à nous décider en tant que consommateurs sur les choix que nous faisons par rapport à notre alimentation. Alors j'ai essayé d'être le plus transparent, honnête possible par rapport à l'utilisation des applications. Quels sont déjà les points positifs que l'on peut en tirer, quelle que soit l'application? Le gros avantage, c'est la facilité d'utilisation. On scanne le produit et on obtient une note. Ça, c'est super. Une couleur qui va nous dire c'est bien, c'est pas bien. Clairement, ça aide un consommateur qui ne veut pas se casser la tête à apprendre à lire une étiquette alimentaire. Dans cet ordre-là, si vous le connaissez, je fais ma petite parenthèse, c'est le Nutri-Score qui a été inventé il y a quelques années maintenant, qui n'est pas encore obligatoire en France aujourd'hui, au moment où je vous parle, sur les aliments. C'est cette lettre qui va noter un aliment de A à E. Plusieurs critères sont pris en compte pour évaluer le produit, un petit calcul et hop, c'est bon ou c'est pas bon. C'est toujours dans l'objectif de guider le consommateur. Troisième gros avantage, c'est le gain de temps, effectivement. Entre scanner un produit et lire une étiquette, généralement on gagne un peu plus de temps à scanner un produit. L'information elle est mieux hiérarchisée, un peu plus aérée, plus claire, plus sympa à lire. Donc effectivement c'est aussi un gros avantage des applications. Mais il y a aussi forcément quelques points qui sont moins intéressants, voire parfois négatifs. C'est, dans un premier temps, c'est que les applications ne favorisent pas la connaissance et la compréhension des aliments, de ce que nous achetons. C'est ça le gros problème, c'est que la personne a tendance à faire parfois trop confiance à ce qu'elle voit, à ce qu'elle lit, et une note qui va se situer entre, qui va être à 65 sur 100, alors c'est pas la meilleure, c'est bof. Est-ce qu'on doit l'acheter, est-ce qu'on doit pas l'acheter? Voilà, c'est quand le produit est noté entre 80 et 100%, on se dit bah ok, c'est bon, c'est un bon produit. Quand il est en dessous de 40, en dessous de 50, on peut commencer à se dire effectivement ça devient mauvais. Mais entre 50 et 80, est-ce que le produit, pourquoi il a cette note-là, à quoi elle correspond? Et c'est ce que je reproche un petit peu à ce système-là, c'est la dépendance que l'on a par rapport à ça ensuite, parce qu'en ne s'éduquant pas par rapport à ce que nous achetons, nous devenons dépendants à ces applications, et en fin de compte, pour certains aliments, on sera toujours dans ce même questionnement, est-ce que cet aliment est bon pour moi? Et le dernier point négatif qui est pour moi fausse beaucoup l'intérêt d'utiliser des applications mobiles, c'est le fait que l'on vient scanner des étiquettes alimentaires, donc uniquement des produits, des aliments qui sont transformés ou semi-transformés, donc de notre huile d'olive où on ne va voir que l'olive, mais également des aliments où on va avoir une liste qui est plus longue que mon bras. Et on vient comparer des aliments qui ne sont pas si mauvais que ça pour la santé, donc de l'huile d'olive, avec des aliments complètement transformés. Vous l'avez compris, je suis partisan du naturel. Donner une note moyenne sur des aliments contenant des additifs, des pesticides, parfois des organismes génétiquement modifiés, la culture des végétaux, l'élevage des animaux, tout ça, absolument rien n'est pris en compte également. Donc en fait, on donne pareil une note, mais on ne prend pas en compte
beaucoup de ces critères qui sont pourtant très importants pour notre santé. Et forcément, c'est comment voulez-vous savoir le nombre de traitements chimiques qu'il y a eu, le type de traitement chimique qu'il y a eu, la substance utilisée. Ce serait complètement impossible d'évaluer clairement, concrètement, facilement un produit comme ça. Donc, vous l'avez compris, j'ai un avis mitigé par rapport aux applications. Ça peut aider peut-être à comparer des produits de la même catégorie entre eux, mais il faut connaître un minimum ces informations que je vous communique dans cette petite formation sur les produits pour comprendre ce que l'on achète. Moi, l'exemple qui me reste en tête généralement, c'est cette bouteille d'huile d'olive. Alors effectivement, l'huile d'olive, c'est très calorique, c'est gras, on est d'accord, c'est de l'huile, hein, bon. Donc effectivement, il ne faut pas en abuser. Et personne ne va abuser à consommer de l'huile d'olive, je pense. Quand nous venons scanner par n'importe quelle application l'huile d'olive, la note ne sera pas à 100%. Elle sera basée sur une note de 70 à peu près, parce que l'aliment est gras, parce que l'aliment est calorique. Pourtant, il faudrait encourager les gens à consommer de l'huile d'olive plutôt que les autres matières grasses. Et pourtant, elle n'est pas notée à sa juste valeur. Elle est notée au même titre qu'une huile de tournesol, qui elle est également composée à 100% d'huile, donc exactement le même apport calorique, le même apport en matière grasse, donc c'est exactement la même note, mais les conséquences pour la santé ne sont absolument pas les mêmes entre un apport trop riche en oméga 6 et un apport insuffisant aujourd'hui des Français en oméga 9. Donc voilà pourquoi je suis un petit peu chafouin sur les applications mobiles. Je ne suis pas spécialement fan d'utiliser ça régulièrement et surtout tout le temps. N'oubliez pas que voilà, ces valeurs nutritionnelles et cette liste des ingrédients, c'est vraiment votre seul point de comparaison qui doit compter quand vous achetez un aliment, une boisson. Ces deux informations-là sont vraiment ce qui va vous permettre d'éviter d'acheter n'importe quoi. C'est pareil, ne vous fiez pas au prix. Le prix plus cher n'est pas forcément une meilleure valeur ajoutée à l'aliment. Parfois, vous payez la marque, clairement. Deuxième point de vigilance, attention au packaging. Toutes les informations que vous allez retrouver sur le contenant qui n'est pas de la valeur nutritionnelle ou une liste des ingrédients. Vous pouvez retrouver tout et n'importe quoi. Je vous ai présenté quelques allégations nutritionnelles, des informations de communication trompeuses ou faisant penser que le produit est bon ou meilleur qu'un autre, moins négatif pour la santé. Attention, ce sont généralement des pièges qui nous sont mis devant le nez pour les consommateurs qui ne sont pas avisés, qui ne connaissent pas toutes ces opérations marketing dans l'objectif de nous faire acheter. Un aliment de base n'a pas forcément d'étiquette parce qu'il n'en a pas besoin. Alors, passons maintenant à la synthèse de ce qu'il faut manger par rapport à toutes ces bases alimentaires. Là, je vous donne une vue complètement arbitraire, vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. C'est une estimation de ce qu'il peut encore être fait, même si là, je suis encore gentil. C'est-à-dire que au moins, minimum, 80% de l'alimentation que nous devrions manger devrait être issue d'aliments naturels. Les aliments naturels, ce sont les fruits frais, les légumes frais. On peut également partir sur des versions surgelées pour dépanner. Les viandes, les poissons, les œufs, l'eau, le thé, le café, les tisanes, les fruits oléagineux, les graines, les légumes secs, qui vont principalement représenter une alimentation au naturel. Des produits qui ne sont pas transformés en fait. Et nous en venons à notre deuxième catégorie, les aliments semi-transformés. Parce que forcément, nous allons en consommer à un moment donné. Tout n'est pas mauvais dans le semi-transformé, au contraire. Par exemple, les légumes surgelés, qui sont des bons moyens de se dépanner, consommer de la qualité, mais ça reste des aliments qui ont été un peu transformés. Les céréales, comme par exemple les féculents, comme le riz, la patate douce, le quinoa. On retrouve également dans le semi-transformé les huiles végétales, l'huile d'olive, tout ce que l'on a discuté dans la partie matière grasse lipides, on retrouve tout ça là-dedans. Le beurre fait également partie des produits semi-transformés. Certains produits laitiers nature peuvent également être intégrés à ces produits-là. Le miel, le sirop d'érable, les compotes fait maison. Donc dans le semi-transformé, tout n'est pas acheté, mais il ne faut pas non plus que la quantité de ces aliments soit trop importante. Et pour terminer, alors là j'étais extrêmement gentil, normalement je n'aurais pas dû le mettre, c'est cette partie aliments transformés. C'est vraiment tout le reste, tout ce que l'on retrouve dans un magasin, dans une grande surface. C'est 90% des produits à peu près, sans exagérer. Ça va être les plats préparés, les plats transformés industriels à base d'ingrédients de tout type, les conserves de fruits, de légumes ou autres,
les charcuteries, les panures, les pâtés, jambon, chocolat, gâteaux, céréales sucrées, chips, fritures. En gros là, je peux pas tout vous lister, il y a vraiment trop d'aliments, c'est trop nombreux. Mais tous ces aliments-là, que je viens déjà de vous citer, sont des aliments transformés. Et donc il y a de grandes chances, je ne vais pas vous donner un pourcentage arbitraire, il y a de grandes chances que ces aliments contiennent des matières grasses qui ne conviennent pas à notre santé ou qui viennent favoriser un déséquilibre dans notre organisme, des aliments qui vont être déséquilibrés par une trop grande teneur en sel ou en sucre de mauvaise qualité. Si vous pouvez vous passer des aliments transformés, c'est l'idéal. Mais je voulais vous donner cette information pour vous montrer le poids que doit représenter une alimentation naturelle par rapport aux habitudes alimentaires qui sont aujourd'hui appliquées par une majorité de personnes. C'est ça le problème, c'est que si les produits transformés sont si nombreux au sein des magasins, c'est pour répondre à un besoin actuel aujourd'hui. Ils ne sont pas là pour rien. S'ils sont toujours là, c'est qu'ils sont achetés aujourd'hui. Ce n'est pas ça qu'il nous faut pour assurer notre survie, notre longévité. Donc nous y sommes à la conclusion. Voilà concernant cette petite formation sur les principes de base pour suivre une alimentation santé. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez en bas dans la description. Je prendrai le temps pour vous répondre. Si vous souhaitez avoir d'autres sujets, si vraiment dans vos questions je vois certains sujets, j'hésiterai pas à faire des vidéos beaucoup plus complètes sur des points plus précis que vous me demandez. Si vous avez aussi des questions qui vous trottent dans la tête, n'hésitez pas à m'en faire part. Je pourrai également faire d'autres vidéos sur cette chaîne pour pouvoir répondre à vos questions un maximum. Si vraiment vous souhaitez aller plus loin, dans la description, j'ai mis plusieurs liens qui vous amènent vers des formations offertes pour améliorer votre santé, votre hygiène de vie naturellement, toujours adapté à vos goûts alimentaires, que vous mangiez de tout, si vous êtes un végétarien ou si vous souhaitez perdre du poids. J'ai vraiment essayé de concevoir les solutions que je propose, les programmes que je propose, avec vraiment une approche pour réussir. Il ne faut pas juste se dire, voilà, c'est l'alimentation qui va régler tous mes problèmes. Il y a plusieurs facteurs en général qui sont à prendre en compte. Même si effectivement le principal reste l'alimentation, il y a aussi tout ce qu'il y a autour, les principes de l'hygiène de vie, hein, le stress, le sommeil et tout ce qui va avec. Tout cela également, je le prends en compte pour faire un accompagnement global pour en tout cas les personnes qui suivent aujourd'hui mes formations. En espérant que cette formation vous ait plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me faire part de vos commentaires comme je vous l'ai dit, à partager la vidéo à un maximum de personnes pour faire connaître toutes ces bases alimentaires. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.